Merci Jacques. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. En tout cas, je vais essayer de m'occuper le mieux possible de cette fin de journée. Alors, Jacques l'a dit, c'est vrai, il a dit Marcel, physicien. Jacques, il y a très longtemps. Bon, il y a très longtemps, donc effectivement, j'ai fait une thèse dans le domaine des particules élémentaires. Vous verrez que c'est important pour la suite. Et alors, après ma thèse, on était en 80. Je suis rentré au pays, j'ai fait ma thèse au CERN à Genève. Et c'était difficile pour un physicien des particules élémentaires de trouver un emploi en Wallonie, donc je viens de Belgique, vous l'avez compris. Et j'ai tout de suite accepté un projet en matière DAO, enseignement assisté par ordinateur. Alors l'équation était fort simple. Un physicien était quelqu'un qui savait programmer. On avait besoin de quelqu'un qui savait programmer pour faire des logiciels éducatifs. Voilà, l'affaire est faite. D'accord? Très vite, je me suis rendu compte que faire des artefacts, comme on dit maintenant, des logiciels, c'était pas tout. Il y avait des professeurs qui les utilisaient bien, d'autres pas, des classes qui fonctionnaient, d'autres pas. Et c'est à ce moment-là, en 86 environ, j'ai franchi la porte. On m'avait dit de ne pas y aller. J'ai franchi la porte de chez les pédagogues et je leur ai dit, expliquez-moi un peu qu'est-ce que c'est de ce bazar d'apprendre. Apprentissage. Je suis resté là, en 90, je rentre, je suis nommé d'ailleurs en faculté des sciences de l'éducation, où je continue à travailler comme enseignant. Et en 95, je rentrais dans un tout nouvel institut, l'Institut de pédagogie universitaire des multimédias. Rendez-vous compte aussi, un institut de formation des enseignants qui en 95 décide déjà d'associer pédagogie universitaire et multimédia. À l'heure actuelle, on aurait dit et numérique ou quelque chose comme ça, peu importe. Alors, le titre, Jacques me l'a mis dans les mains, Apprentissage 2.0. Pour moi, le 2.0 est déjà de trop. Il n'y a pas pour moi d'apprentissage 2.0. Il y a des contextes numériques, il y a des enseignements qui vont adopter des outils du Web 2.0 des étudiants, mais l'apprentissage. Et donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, j'espère ne pas vous lasser, j'espère ne pas avoir pris trop le jargon pédagogique avec des mots, paraît-il, très compliqués. Mais je vous jure, quand j'entends des chimiciens organistes en train de parler de leur discipline, c'est encore beaucoup plus compliqué. Je ne sais pas d'ailleurs ce qu'on veut dire avec ces pédagogues qui emploient des mots compliqués comme motivation, engagement, dispositif pédagogique. Et là, arrêtez un petit peu, c'est dans la langue française ces mots-là. Et donc voilà, je vais vous parler donc, de toutes ces choses avec des petits détours, vous verrez, un petit voyage. Alors, nos objectifs, pas mes objectifs, c'est important, j'espère que vous les partagerez. On va vite là-dessus. J'espère, vous me direz après, vous serez davantage, je ne me mouille pas trop, capable de comprendre les nouveaux rôles des étudiants, des enseignants dans l'école de demain. Demain, c'est demain, quoi, c'est mercredi. Faire de la cohérence pédagogique votre porte d'entrée pour toute réflexion sur les technologies. On va voir. Profiter des technologies, de l'information et de la communication, pour repenser cet enseignement traditionnel que nous traînons dans nos amphis depuis au moins 6 ou 7 siècles, et imaginer des usages à valeur ajoutée des technologies. C'est ambitieux. Alors, le plan de route. Tout d'abord, non, je ne vais pas vous apprendre à rouler à vélo. Vous verrez pourquoi je dis ça. L'alignement pédagogique, j'en ai parlé un petit peu, on va en parler plus en détail. Avec les fameuses compétences, les learning outcomes, anciennement on disait les objectifs. Les méthodes pour atteindre ces objectifs. Les outils, ça peut toujours servir. Et finalement, on parlera d'enseigner à l'ère numérique
J'ai écrit, je suis poli, un fameux désordre, j'aurais pu écrire autrement. Tout d'abord, enseigner. J'avais encore ce midi une discussion où, nous sommes francophones, on a traduit e-learning par formation en ligne. Mais on a tout raté. Hein. Je suis désolé. C'est la différence essentielle que je veux faire passer. Enseigner et apprendre, ce n'est pas la même chose. Les enseignants s'imaginent que c'est la même chose. Ils enseignent, donc ils apprennent. Mais non, je ne peux pas vous apprendre à rouler à vélo. Je peux vous montrer comment on fait, vous démontrer toutes sortes d'astuces, mais apprendre, c'est vous qui allez le faire. Et donc, e-learning, s'il vous plaît, c'est apprentissage en ligne. On peut en discuter très longtemps, mais pour l'instant, j'utilise uniquement des mots de notre langue. Alors, c'est quoi enseigner, c'est quoi apprendre? Les questions sont un peu banales. J'ai essayé de les illustrer par rapport au mot apprendre. Alors, j'espère que vous aurez les transparents d'une façon ou d'une autre, parce que vous allez voir, parfois je confonds la diapositive et la vidéo, donc ça va à 24 images par seconde, c'est quand même assez rapide. J'ai recensé chez les auteurs, qu'est-ce qu'on entend par apprendre? Écouter le professeur, acquérir des connaissances, accroître sa connaissance, mémoriser, comprendre, construire, stocker, acquérir des méthodes, commettre des erreurs, modifier ses représentations, dégager du sens, percevoir les relations, interpréter, interagir avec ses pairs, avec des personnes, se développer personnellement. C'est quoi apprendre? C'est tout ça. Oui, il y a des savoirs, oui, il y a des procédures à comprendre, oui, il y a du sens à donner aux choses, oui, il y a à interpréter des contextes, oui, il y a à interagir. Quand on parle des conceptions de l'apprentissage, on a souvent l'impression de rentrer dans une sorte de subjectivité. Pourtant, et elles ne sont pas récentes, de nombreuses recherches ont montré le lien entre la performance des étudiants et la manière dont ils comprennent les buts. Il n'y a pas si longtemps, dans un atelier, j'entendais un enseignant dire qu'au Québec, avant de commencer son cours, il faut négocier son plan de cours avec les étudiants. Est-ce qu'ils sont d'accord avec les objectifs? C'est vous, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils sont d'accord avec les méthodes, avec l'évaluation, etc.? Ben oui, bien sûr. Il faut communiquer ces objectifs aux étudiants et leur dire comment ils seront évalués. Comment voulez-vous qu'ils fassent autrement que de deviner ce qu'attend le professeur? Donc cette relation, elle est établie. Dites à vos étudiants quels sont les objectifs que vous mettez la dernière. S'il y en a quelques-uns, ben, indiquez-les. S'il y en a beaucoup, indiquez-les tous. Également, un lien entre la conception de l'apprentissage que l'étudiant a. Est-ce que moi je pense qu'apprendre, c'est accumuler des choses? Ben, si je pense ça, je vais bloquer mes notes de cours par cœur. Ou bien est-ce que c'est donner du sens, interpréter? Et on a montré aussi le lien entre ces conceptions et la performance académique. Dis-moi comment tu conçois l'enseignement, je te dirai comment tes étudiants apprennent. Alors évidemment, toutes les conceptions d'apprentissage se retournent en conception de l'enseignement. Ici, j'en ai indiqué que quelques-unes. Transmettre des informations, des savoirs, gérer des interactions, accompagner l'apprentissage, etc. On retrouve chaque fois dans ces définitions de l'apprentissage et de l'enseigner des questions de savoir, de connaissance. J'ai appelé ça les contenus. Des questions qui touchent plutôt aux méthodes, aux interactions, etc.
j'appellerais ça gérer les dispositifs, et finalement, l'apprenant qui va se construire personnellement. Eh bien, dans ces trois choses-là, il y a, vous allez dire c'est banal, hein, eh bien pourtant, quand j'évalue des formations à distance, on retrouve beaucoup ce point-là. Le dispositif, la méthode est généralement passée un peu sous silence. Vous allez me dire, elle est dans l'implicite, oui, c'est bien ça que je reproche, elle reste dans l'implicite. Et également la nécessaire réflexivité. C'est-à-dire que si on veut que l'étudiant apprenne à travailler en équipe, vous allez mettre en place des travaux de groupe. Oui, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faudra prévoir la réflexion sur le travail en groupe pour que l'étudiant acquiert cette compétence à travailler en équipe. J'invoque là un mot pédagogique, la réflexivité, qui est trop peu présente, me semble-t-il, dans les formations. L'alignement pédagogique. L'alignement pédagogique est quelque chose qui nous vient de plusieurs auteurs. J'en ai cité deux ici, Tyler et Schuel, qui disent tous que finalement, ce n'est pas tellement ce que le prof fait, tant pis pour nous, mais surtout ce que l'étudiant va faire qui est important. Ça s'est traduit surtout dans un livre qui a été traduit, Teaching for Quality Learning at University, de M. Bix, dont je vais vous parler beaucoup. Qui connaît John Bix? Pourtant, lui, il vous connaît. Je vais vous dire pourquoi. Bix, effectivement, et si vous voulez des commentaires, je fais une publicité pour le blog de Marcel qui explique tout ça très bien. Bix, en fait, c'est l'auteur de l'alignement constructiviste dont je vais vous parler, mais également d'un terme qui est rentré dans le jargon assez récemment, qui est celui des LOs. Vous connaissez les LOs, les Learning Outcomes. C'est-à-dire ce que l'étudiant sait, comprend, est capable de faire, et on oublie toujours la fin, est capable de démontrer. On est dans ce qu'on appelle l'evidence-based, c'est-à-dire, si tu as acquis la compétence, ben, montre-nous comment tu peux l'exercer dans différents contextes, on reviendra là-dessus. L'alignement constructiviste, une sorte de Graal, qui dit simplement, dans une formation, il faut aligner les objectifs, les méthodes pour y arriver, les outils, et surtout aligner l'évaluation. Combien de professeurs, à Louvain bien sûr, me disent « Je veux développer l'esprit critique des étudiants ». Oh, très bien. Et qu'est-ce que vous allez mettre en place? Ben, ils vont discuter de textes, les comparer et tout. Et l'évaluation? L'évaluation, je leur demande de réciter ce qu'un auteur a fait. L'évaluation n'est pas conforme aux objectifs pointés à la ligne. Le pourquoi, le comment, et finalement le avec quoi. Alors, cet alignement-là, je vais l'utiliser dans ma présentation. Vous allez voir que l'alignement pédagogique, l'alignement constructiviste, dit-on parfois, est quelque chose qu'on peut utiliser pour faire des conférences, pour construire des cours, pour évaluer des formations à distance, pour analyser des résultats de recherche, etc. Alors, la question des objectifs. Je vais parler ici, parce que rien qu'aujourd'hui, j'ai entendu parler de toutes sortes de disciplines différentes, et donc, je ne peux pas vraiment parler des objectifs spécifiques à chaque discipline. Laissons les experts faire là-dessus. Néanmoins, il se dégage, et semble-t-il, c'est important, des objectifs, que l'on dit des objectifs généraux, qui sont liés généralement aussi à ces fameuses compétences. Alors, les objectifs, comme on disait avant, vous connaissez certainement tous, j'espère, la taxonomie de Bloom, elle existe depuis 1956, donc ça fait quand même 55 ans, bon, il n'est pas trop tard, mais enfin, il faudra s'y mettre. Alors, c'est très simple, hein. Cette taxonomie ne néglige pas, j'insiste, les savoirs et les connaissances. C'est le premier niveau.
Mais ensuite, compréhension, application, analyse, synthèse, évaluation. Vous allez me dire, ça sert à quoi? Ben, à regarder si dans votre formation, vous équilibrez bien les différents niveaux taxonomiques. Si vous n'êtes que dans l'acquisition de connaissances et donc une évaluation sur leur restitution, je ne dis pas que c'est mal. Il y a des disciplines, il y a des faits fondamentaux qu'il faut connaître. Je dis toujours, si en rentrant tantôt, j'attrape un malaise cardiaque, et si un étudiant en médecine ou même un médecin arrive sur moi et me dit « Ah, oulala, je vais aller voir sur Internet », je préfère que les connaissances, elles soient dans sa tête, qui est finalement très portative. Mais il y a d'autres niveaux, l'application, etc. Ça peut vous donner des idées sur comment construire un dispositif. Alors lui, De Kettel, c'est un prof de pédagogie à Louvain, c'est lui que j'ai frappé sur la porte quand je me suis dit, oh là là, l'apprentissage. Il m'a dit, assez vite, pas dès le début, mais il m'a dit, Marcel, je vais t'expliquer quelque chose d'important. Les étudiants ne sont pas des particules élémentaires. Oui. Ah oui, à Louvain aussi, ils rient, les profs. Et pourtant, ils le pensent, avec leur magnétisme. Mais les petites cellules dans le cerveau, elles vont s'orienter, il n'y a aucun problème avec ça. Non, ça ne marche pas comme ça, malheureusement, ça se saurait. Et lui, il distingue les savoirs, hein, les savoir-faire, on est dans les niveaux de Bloom, et il ajoute les savoir-être et les savoirs-devenir. Savoir-être, nous connaissons bien, comportement, attitude, savoir-devenir, ben, la faculté à la personne de se mettre en projet, d'être créatif, etc., etc. C'est vrai que les mots ont changé en 30 ans ou quelque chose comme ça. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la pédagogie, on m'a dit attention aux objectifs. Hein. L'étudiant sera capable de. Et puis, dans les années 95, 2000, 2005, là, objectif, on disait plus, on disait compétence. Et ça voulait dire autre chose. Le mot qu'on ajoutait, c'était mobiliser des connaissances et des capacités. Oula, c'est compliqué. L'étudiant sera capable de résumer un livre de la littérature du XVIIIe siècle. Capacité résumée, contenu, le livre. D'accord? C'est pas très compliqué. Mais la notion de compétence, elle ajoute dans un contexte donné. Résumer un livre, la belle affaire, mais résumer un livre lors d'une conférence, dans un mini-colloque, pour la page de la Gazette du joyeux colombophile, ou bien pour un rapport scientifique, ce n'est pas la même chose. Les contextes sont différents, et finalement, ben, les LO, ce que l'étudiant sait, comprend, est capable de faire, et est capable de démontrer, très important, que serait quelqu'un qui ne pourrait qu'affirmer la compétence. Mon ami, êtes-vous capable de? Oui, très bien, 10 sur 10. Non, il doit être capable de le démontrer. On reverra ça tout à l'heure. Les définitions des compétences, elles disent, c'est là, quand vous regardez dans la littérature la définition de compétence, vous en trouvez 10, avec toujours des mots différents. Oui, mais, là il dit mobilisation, là il dit savoir-agir, là il dit connaissance et capacité, là il dit combinaison efficace d'une variété de ressources, et là il parle de situation-problème, et là d'une famille de situations. Alors, moi j'en ai réellement eu marre avec ça, vous allez voir de temps en temps, j'utilise le gros bulldozer, j'ai décidé d'appeler ça les CCC. Facile à retenir, hein? Les capacités, c'est le verbe, résumé, synthétisé. Le contenu, ben c'est le contenu et le contexte, j'en ai parlé. Vous n'oublierez plus que c'est une compétence. Les LO. Alors je vous ai dit, Bix, vous ne connaissez pas beaucoup, lui il vous connaît, ben oui, c'est lui qui est responsable, qui est à la base finalement de ces fameuses réformes de Bologne. Alors excusez-nous, en Belgique on dit bac, master, doctorat, comme le demande l'Union européenne. Je crois qu'en France, vous dites licence, master, doctorat, quelque chose comme ça. Peu importe. Quand vous regardez ces énoncés, vous retrouvez les connaissances, l'utilisation des connaissances, le sens critique, la communication, autodidaxie, fait de pouvoir apprendre par soi-même. Avec évidemment une très forte coloration sur les lifelong learning competencies,
que je mets ici très rapidement. Être capable de communiquer dans sa langue maternelle, quand on voit certains étudiants, c'est toujours bon de le rappeler. Être capable de travailler dans des langues étrangères, ben oui, c'est utile, même si le français est universellement connu, mais c'est quand même utile. Les compétences en mathématiques et en sciences et en technologie. Ah oui, il y a quand même là, digital competence. On en parle un petit peu là de notre truc avec les technologies. Traduction, littératie numérique, m'a-t-on dit, les compétences sociales, le sens de l'initiative, l'attention culturelle, etc. Alors, ce qui est intéressant, et là je vous engage à lire, vous saurez dans les transparents la référence, c'est que Bix intervient de nouveau ici. On pense souvent que les LO, les Learning Outcomes, c'est finalement dire des compétences, mais c'est plus que ça. C'est une démarche. C'est une démarche qui dit, dans des approches programmes, c'est-à-dire pas pour un cours donné, mais pour un ensemble de cours, de définir les Learning Outcomes, en français, excusez-moi, les acquis d'apprentissage, l'évaluation, les méthodes mises en place, les productions attendues des étudiants. Et vous voyez comment, au travers de ce mot Learning Outcomes, les compétences si vous voulez, il y a en fait une méthodologie fondamentale pour la culture universitaire, c'est que dorénavant, pour mettre en place ces histoires-là, il va falloir que les professeurs travaillent ensemble. Et ça, c'est vraiment un très grand challenge du temps présent. Pourquoi ? Mais comment voulez-vous, on va quand même pas dire, imaginez un cours de sciences, le professeur de maths développe l'esprit critique, le professeur de chimie développe le travail de groupe et le professeur de physique la communication. Ça n'a pas de sens. Ça se développe dans le temps, avec une conjonction de différentes disciplines, d'où l'importance. Si vous n'avez pas tout compris, sur mon blog, vous trouverez un Learning Outcomes pour les nuls. Alors, je donne un exemple qui n'est pas inspiré de Louvain, parce qu'en Belgique, les facultés, les universités travaillent déjà beaucoup sur les approches programmes. Rendre les programmes plus cohérents. Parvenir à dire aux étudiants quels sont les objectifs attendus. Rendre les évaluations cohérentes avec les objectifs, etc., etc. Ici, ce sont nos collègues de Bruxelles, l'Université libre de Bruxelles, le référentiel des ingénieurs. Intéressant, vous tapez ingénieur civil ULB, vous allez trouver ça facilement. Et vous voyez que le savoir est toujours là, mais on nous parle de résoudre des problèmes multidisciplinaires, de gérer des projets, la communication, agir en professionnel, etc. Vous voyez un peu où on va. Je ne suis pas ici, je ne le serai jamais, je ne suis pas un évangéliste, en train de vous dire, regardez comme c'est beau. Je suis en train de vous donner des mouvements qui sont perceptibles. Oui, bien sûr, les contenus sont là. Le savoir, on ne peut pas le nier. Un ingénieur, il a des connaissances à savoir. Mais ce qui est très amusant, c'est que si vous regardez un référentiel de compétences ingénieur civil ou un référentiel de compétences en marketing, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. On dira toujours développer l'esprit critique, la communication, le travail d'équipe, gérer des projets, etc. Évidemment, la matière, comme disent les étudiants, parfois les étudiants pour les contenus disent la matière. Ah, là, elle est différente. Mais la compétence, ce n'est pas tellement la matière, c'est la manière dont on va finalement malaxer cette matière pour en faire de nouveaux objets, de nouvelles connaissances, etc. Voilà un petit peu les choses, donc un petit point de synthèse, l'importance des informations, l'importance du contexte, les compétences, la communication, la construction du projet, etc., qui se baladent sur différentes formes de savoir. Et puis, il y a les jeunes. Un jour, quelqu'un, je ne le dirai pas, enfin, on peut faire, enfin bon, conseil d'administration d'une université que je connais bien, a dit « Qu'est-ce que ce serait bien l'université sans les étudiants ?» Ah oui, bon. Alors les jeunes, hier on avait encore une discussion à table, est-ce que c'est vraiment les jeunes?
Ben, c'est vrai qu'il manifeste en tout cas des utilisations de certains bazars avec des GSM. Quand je regarde ici sur les tables, vous en avez pas mal non plus. Je vois des ordinateurs, toutes choses, je me croirais dans un auditoire de jeunes à Louvain. Est-ce que c'est vraiment l'âge ou finalement, est-ce que c'est notre temps, je veux dire, le temps de moi, être humain, ou le temps de la société qui est en train d'avancer avec l'ère numérique et d'accélérer, d'accélérer, d'accélérer encore. Ça se discute, mais c'est vrai qu'on les appelle les jeunes. Alors ça, c'est un article intéressant que je vous glisse, en français, l'état d'esprit de l'âge de l'information, avec une étude des changements chez les étudiants dans la formation supérieure. Alors, bah oui, je poserai une question, je vous l'ai dit, là, avec vos appareils, je vois même un iPad, bon, c'est quand même pas rien comme outil d'accès à l'information, aux connaissances. Est-ce que vous êtes-vous déjà sur le web 2.0? Ben, c'est une question qu'on pourrait aborder. Et on sait bien, et je ne vais pas m'appesantir là-dessus, ce n'est pas le propos, que chaque année fleurissent des études sur quel est le pourcentage des 13-16 ans qui utilisent régulièrement Internet tous les jours, tous les 2 jours, etc. On connaît les recherches, enfin, qui sont publiées, hein, de Prensky. On sait des études européennes qui montrent par exemple qu'en France, eh ben, les jeunes internautes européens, environ 49%, 22 plus 27, passent plus de 2 heures par jour sur Internet. On a envie de dire, oui, et alors? Et alors? Avant, ils regardaient la télé, on s'en est ému, on a pensé aux éducations par le média, hein, il y avait les vidéos, moi je me souviens, même quand j'étais tout petit, il y avait des cinémas, des projecteurs de cinéma qui nous projetaient des films. Il y en a quelques-uns qui criaient à côté de l'éducation par le média, est-ce qu'il ne faudrait pas faire une éducation aux médias? On a dit, vous taisez-vous s'il vous plaît. Alors moi qui suis ici en train de vous dire que les compétences transversales, communication, travail d'équipe, etc., au lieu d'en parler, il faudrait peut-être former les jeunes à tout ça, ben vous taisez-vous également. Alors oui, baromètre de l'utilisation des TIC en Wallonie, 3/4 des Wallons utilisent l'Internet. Ce qui est intéressant, c'est pas 3/4 des Wallons, c'est la densité aussi. Avant, quand on posait la question, et la dernière fois que vous l'avez utilisé, oh, il y a une semaine. Maintenant, c'est hier ou tout à l'heure. Vous voyez un petit peu donc cette densité. Alors, il y en a qui appellent ça la génération C, où on retrouve les 3C dont j'ai parlé tout à l'heure, enfin ça n'a rien à voir, mais c'est les 3C, les jeunes qui communiquent, qui collaborent et qui créent la génération C avec une vidéo assez intéressante de Mario Asselin au Québec qui présente tout ça. Alors les jeunes, mais ceci, c'est une page du Vif l'Express. Le Vif l'Express, c'est un hebdomadaire chez nous, bon, à peu près comme l'Express chez vous. Et ça, au secours, la Next Generation arrive, c'est un cri des entrepreneurs, qui les voient déjà arriver, les jeunes, dans les entreprises, avec évidemment toutes sortes d'atouts. Il paraît qu'ils sont confiants, qu'ils sont positifs, qu'ils sont créatifs, qu'ils veulent travailler avec les autres. Oui, mais ils veulent savoir pourquoi. Y en anglais, why, d'accord? Ils veulent travailler en groupe, mais ils veulent choisir avec qui ils travaillent, etc., etc. On retrouve là, pour moi, l'ambiguïté intemporelle des technologies. Déjà, le bon vieux Socrate racontait que le dieu Thoth, vous voyez l'ibis là comme ça, il amène au pharaon, c'est le technologue, il est tout fou. Pharaon, pharaon, j'ai fait une découverte fantastique. Quoi ça? L'écriture. Et c'est quoi ça? Ah ben ça va permettre aux hommes de ne plus perdre la mémoire et leur sagesse va devenir infinie. Et Pharaon répond, mais c'est tout juste le contraire, si on écrit tout, la mémoire va s'estomper et la sagesse, c'est pas au travers de l'écrit. Et donc cette querelle finalement entre avantages possibles, etc.,
Ça dit une question d'opportunité qu'on doit saisir en fait et arrêter de se lamenter sur les avantages. Les jeunes utilisent, c'est vrai, les technologies, ils les utilisent pour l'amusement, ils ne savent pas bien, mais pas bien du tout l'utiliser pour apprendre, et quand je me mêle de vouloir utiliser un Facebook ou un Twitter dans mes cours, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas parce que, monsieur, ces outils-là, ce sont notre outil de loisirs, etc. Et vous venez le polluer avec votre enseignement. Donc, attention à tous ces lieux communs, les jeunes, ils savent. Non, ils ne savent pas vraiment. Allez, deuxième point, après avoir parlé des compétences qui sont là, mais qu'il faudrait développer, la question des méthodes. Alors, méthode, j'aime toujours bien le rappeler, parce que comme j'ai fait 2 ans de grec, il faut quand même que ça serve. Méthode, méta, odos. Odos, le chemin. La méthode, c'est ce qui indique le chemin pour atteindre l'objectif. Et là, la discussion est vaste. Est-ce qu'il faut prendre les autoroutes pour aller tout droit, l'enseignement programmé, tu passes par là et tu y es, ou bien permettre de passer par les petits villages, les petites guinguettes, etc., etc. On a entendu pas mal parler de ces choses-là. Ce que j'ai essayé de faire comme travail, moi qui ne suis pas pédagogue, et qui devait former des enseignants, c'était de me dire, et j'avais lu des bouquins, mais si un prof me dit, Marcel, sur quoi est-ce que je peux jouer, j'emploie ce mot-là, pour améliorer l'apprentissage des étudiants? Regardez, j'imagine, j'ai une plaque en plastique ici, d'accord? Il y a des potentiomètres, des boutons, des curseurs. Et je me dis, quels sont les boutons, les potentiomètres, les curseurs que je dois activer pour que mon enseignement soit efficace et que l'apprentissage soit optimal? Sur quoi est-ce que je peux jouer? Et ça, c'est une recherche que j'ai faite, mais elle remonte déjà maintenant presque à une bonne grosse dizaine d'années, sur ces facteurs, j'emploie le mot facteur au sens étymologique, d'apprentissage. Pourquoi? Parce qu'au cœur du problème, il y a apprendre. Je vous l'ai dit, on ne peut pas apprendre à la place de l'élève. Tout ce qu'on peut faire, c'est lui enseigner, le former. Et on a dit tantôt le mot former, il faut s'en méfier un petit peu parce que former, déformer, etc. Et moi, je me suis dit, entre les deux, entre les théories de l'apprentissage et la pragmatique, quelque part, des enseignants, je vais essayer de faire un petit peu œuvre utile en inventant un modèle pragmatique d'apprentissage. Alors, pour ça, je me suis basé, on en a encore parlé dans plusieurs ateliers, sur Piaget. Alors, attention, je vais vous résumer tous ces auteurs en 1 minute. Piaget, le constructivisme, c'est à vous de construire vos connaissances. Je ne peux pas apprendre à ta place, il l'aurait bien dit, à la mienne. Vygotsky, on apprend avec les autres. Nous avons des savoirs à transmettre de génération en génération. Et les médias, les artefacts que nous créons sont des outils qui permettent ce transgénérationnel. Brunner, enseigner les savoirs sans donner le lien de ces savoirs avec les réels, c'est une peine perdue. Piaget. Tandis que si le but de l'éducation est essentiellement de former des esprits créateurs, capables de novation, capables d'invention, ça n'est pas tant à la mémoire qu'on fera appel, c'est avant tout à l'intelligence sous ses différentes formes, et en particulier aux créations de structures de l'intelligence, des structures opératoires de l'intelligence que vous connaissez bien par nos travaux antérieurs. Donc les travaux antérieurs, vous allez les lire donc ce soir. Alors oui, celui-là je le montre toujours parce que vous ne le connaissez pas, sauf peut-être certains qui voyagent du côté de l'Afrique du Nord. Vous savez, Piaget, je ne peux pas apprendre à ta place, Vygotsky, on apprend avec les autres. Lui, 14e siècle, philosophe tunisien, père de la sociologie, pratiquement il avait déjà tout dit, et je peux vous garantir que la traduction est correcte. J'ai envoyé sur mon Facebook les phrases en arabe, et mes collègues tunisiens, marocains m'ont donné toutes les nuances qu'il fallait savoir pour la traduction. Voilà une utilisation du web 2.0. Alors le modèle. Le modèle, il est très simple.
Rappelez-vous les facteurs, les boutons, les curseurs, etc. 5 facteurs. Vous allez me dire, vous êtes ridicule. Ben, je vous répondrai, généralement, dans les formations, les enseignants ou ceux qui font des formations à distance, vous n'en considérez qu'un, le premier, qui est l'information, le contenu, etc. Les deux autres, alors l'information, c'est important. Ce sont les ressources, c'est les connaissances que l'étudiant a déjà, c'est les connaissances qu'il va acquérir, c'est les connaissances qu'il peut aller trouver, etc., etc. L'activité, c'est l'étudiant malaxe les informations que j'ai déjà utilisées, on lui donne des activités. Combien de fois j'ai posé à des personnes qui construisent des formations à distance, quelles sont les activités que vous mettez en place? Et généralement, j'en ai entendu quand même ici qui en mettaient autrement bien, il y en a très peu. Et finalement, la production. Ce que l'étudiant sait, est capable de faire et est capable de démontrer. L'idée de production est essentielle. Pour faire court, c'est le chef-d'œuvre chez les compagnons. Chez les compagnons, il n'y a pas de diplôme. Il y a un objet que l'on construit pour montrer sa compétence, c'est le chef-d'œuvre, c'est l'idée de production. Alors évidemment, il y a deux moteurs à tout ça. Un premier, la motivation, qui va faire entrer l'étudiant dans le cycle de recherche d'information, de malaxage. Et finalement, les interactions. Interactions dans lesquelles je mets aussi l'évaluation. Parce que l'évaluation est finalement un des éléments de l'interaction qui consiste, par exemple, à donner un feedback formatif ou certificatif à l'apprenant. Vous vous rendez compte? 5 facteurs. Vous qui avez lu peut-être de la pédagogie, vous allez trouver ça un peu léger. Ça fait rien. Reprenez vos formations et interrogez-vous quels sont les facteurs de motivation, quelles sont les activités, quelles sont les productions, quelles sont les interactions. Ce sera déjà pas mal du tout. On retrouve d'ailleurs le petit tableau de synthèse que j'avais fait sur les objectifs, mais avec évidemment les 5 facteurs dont je vous ai parlé, ce qui montre qu'au moins au niveau de mon discours, je suis cohérent entre les objectifs dont j'ai parlé et les méthodes dont j'ai parlé, en tout cas les constituants des méthodes. Alors, pour moi, c'est aussi une définition. Combien de fois j'entends les méthodes actives? Essayez un peu dans la littérature de trouver une définition de méthodes actives. Il n'y en a pas vraiment. Eh bien, moi, je les définis comme ça. Elles sont ancrées dans des contextes actuels et qui font sens. L'idée de sens. À quoi ça sert, monsieur, la théorie que vous nous montrez? Elle offre un large éventail de ressources. Elle mobilise des compétences de haut niveau, ce qui ne veut pas dire qu'on néglige les compétences de restitution, d'application, de compréhension. Elle s'appuie sur des interactions et elles conduisent à la production de quelque chose. Si vous me parlez de méthodes actives ou que vous analysez des méthodes actives comme l'apprentissage par problème, la recherche d'informations, les études de cas, l'apprentissage par le projet, etc., vous allez certainement retrouver ces différentes catégorisations de méthodes dans lesquelles je ne vais pas entrer maintenant. Les théories de l'apprentissage, j'ai parlé de Piaget, Vygotsky, etc., vous savez qu'il y en a de beaucoup plus récentes. J'évoque tout simplement la théorie qu'on appelle le connectivisme de George Siemens, un pédagogue toujours bien actuel, et qui revoit finalement, tout simplement, certains ont dit, les théories de Siemens, ce n'est pas des théories, ça a déjà été dit. Oui, il relie Piaget et Vygotsky, mais à la lumière de l'ère numérique, en disant que, les étudiants que nous formons, dans 2-3 ans, ils vont faire des métiers pour lesquels la formation ne les a pas ou peu préparés. Dans 10 ans, ils auront peut-être changé 2 ou 3 fois de profession, etc. Ça, c'est du vécu quand même. L'importance de l'apprentissage informel, c'est amusant, on le redécouvre. On n'apprend pas qu'à l'école. L'école donne des balises, elle doit être là pour ça. Elle socialise également. Mais on n'apprend pas qu'à l'école. L'apprentissage informel, ce que nous faisons ici en discutant aux pauses, etc.,
une source. Les technologies sont en train de changer fameusement notre câblage cérébral. Vous allez dire c'est de la fumisterie, pas du tout. Ça a été montré avec des capteurs de RMN, etc., sur les activités cérébrales de personnes qui font des recherches sur Google, etc., etc. Ben, c'est vrai que par rapport à des recherches dans un glossaire, un index, un dictionnaire, ben, c'est pas la même chose. On ne sait pas encore bien quoi. Mais il y a des choses qui changent. L'apprentissage est un processus qui est commun aux étudiants, aux enseignants, aux entreprises, aux institutions. Et finalement, Siemens nous dit, le savoir et le savoir-faire sont en train d'être dépassés par des choses qui ont l'air encore plus importantes, qui est le savoir où et le savoir quand. On n'est plus dans les connaissances déclaratives, je sais que, procédurales, je fais, mais on est dans les connaissances conditionnelles. Et tout ça, pour moi, c'est tout à fait avéré dans les comportements de mes collègues, la manière dont nous cherchons l'information, la manière dont nous travaillons ensemble, etc. Alors, je termine la partie apprentissage là-dessus par la définition que je montre chaque fois parce que je la trouve vraiment intéressante. Essayez de l'écrire en grand au plafond au-dessus de votre lit, je crois que c'est très bien. La formation, souvenez-vous de toutes les définitions que j'ai données là tantôt. Celle-ci résume bien. La formation peut être regardée comme la mise à disposition de l'étudiant d'occasions où il puisse apprendre. Pointe à la ligne. Certains m'ont dit, vous voyez, monsieur Lebrun, vous êtes contre l'enseignement traditionnel en amphi. Absolument pas. Si vous trouvez que pour telle partie de la matière, un exposé est une occasion dans laquelle l'étudiant va apprendre, on est dans la définition. Mais elle a l'intérêt de se focaliser sur l'étudiant qui va apprendre et la construction du dispositif de formation. Alors, il n'y a pas que Brown et Atkins en 1988 qui ont dit ça. Il y a aussi celui-là, Albert, je crois. I never teach my pupils, I only attempt to provide the conditions in which they can learn. Je leur donne des choses dans lesquelles ils vont apprendre. Et alors le dernier, celui-là vous le connaissez bien aussi, on a parlé dans un atelier du petit poussé, petite poussette, vous savez pourquoi, hein? Ils sont tellement habiles avec leurs pouces sur leur GSM, Michel Serres les appelle petit poussé, petite poussette. Je résume très fort sa pensée, mais je crois y être fidèle. Attention, ça va barder. Arrêtez de transmettre, tout est transmis. Alors, on pourra en discuter, je vois tout de suite, les gens croient. Mais oui, moi aussi, vous savez, je donnais pour un cours de 30 heures, 15 fois 2 heures où je préparais des transparents et tout. À l'heure actuelle, je fais encore ça dans 3 ou 4 séances, mais le gros, je donne des ressources authentiques, contextualisées, que je trouve sur Internet, que mes étudiants regardent chez eux et dont on profite de l'amphi pour faire des débats. Et c'est faisable, n'est-ce pas? Il faut vouloir. Peut-être vous me direz, oui, mais moi, ma discipline, ok, c'est possible. Alors, le dispositif, ben, c'est ce qu'on met autour. Ce sont des contextes, des ressources, des méthodes, des acteurs, des finalités, très importants. Et finalement, regardez bien, je complète mon modèle avec les compétences. Vous avez donc au cœur le modèle d'apprentissage, le dispositif, et finalement, ben, la notion de compétence qui tourne autour. Oui, ceci c'est un petit outil quand vous voudrez travailler votre dispositif. C'est quand même, parce que très souvent on me dit, vous êtes tautologique. Les ressources c'est l'information, le contexte c'est la motivation, mais pas du tout. L'information peut être une information sur l'activité, ça peut être une information sur le travail d'équipe, ça peut être une information sur la production et vice-versa. Donc c'est intéressant de croiser les 5 facteurs du modèle d'apprentissage avec la définition de dispositif. Je résume quelques principes de base qui me paraissent difficilement contournables. Le modèle d'apprentissage. Certains me disent, j'aime pas votre modèle, il est trop simple.
Je dis ça ne fait rien. Ça ne fait rien du tout, vous ne me faites pas de la peine. Mais vous me revenez dans un an et vous me montrez votre modèle d'apprentissage. Parce que moi, j'en ai un peu assez. Des personnes qui construisent des dispositifs de formation et qui n'ont pas de modèle d'apprentissage. La formation, c'est quelque chose qui est fait pour activer l'apprentissage. Comment voulez-vous activer quelque chose? C'est comme si votre garagiste ou votre ami disait « Oh, je vais regarder à ton moteur, tu t'y connais en moteur ?» Non, pas du tout. Attention, les enseignants, c'est souvent ça. Donc je dis, même si votre modèle est plus simple, plus complexe, etc., dites-vous à l'aube d'une formation, sur quoi est-ce que je vais jouer pour activer l'apprentissage? Le principe de cohérence, j'en ai parlé, et aussi, je trouve, un grand principe que j'invoque avec force, le principe de variété. Les étudiants ne sont pas des particules élémentaires, ils sont différents, ils ont des modes d'appréhension du réel, des styles cognitifs différents, etc. Alors, l'e-learning, je ne vais pas vous embêter avec ça, il y a un gros problème de médiatisation des ressources, si vraiment on veut faire les ressources qui n'existent pas, mais surtout de médiation des interactions. Je reprends par là les définitions de Daniel Peraya sur le dispositif, où il dit que l'hybridation des dispositifs, c'est-à-dire l'introduction de la distance, demande une reconsidération des ressources et des interactions. Les choses ont-elles beaucoup évolué? C'est vrai, quand on prend une photo d'un cours à l'université au XVe siècle, et maintenant, oui, ils ont des ordinateurs, bon, d'accord. On me dit parfois qu'est-ce qu'ils font avec, etc. Ils sont terribles, les enseignants. Ils me disent, les étudiants ont des ordinateurs, vous savez ce qu'ils font? Ils font leur courrier, ils font leur courrier, etc. Dites, quand il n'y avait pas d'ordinateur et que j'écoutais un professeur là, qui soliloquait, vous pensez que de temps en temps, je ne m'évadais pas? Qu'est-ce que c'est de cette histoire? Oui. Et donc, plutôt que d'essayer de trouver qu'est-ce qui ne va pas aller, qu'est-ce qui ne va pas aller absolument, essayons de voir un peu les forces de tout ça et d'employer peut-être les outils dans les cours. Pour moi, en effet, ce n'est pas qu'une question de présence et de distance, mais un savant mélange, un croisement entre présence, distance et enseigner, apprendre. Je vais vous le montrer. Vous voyez que j'ai défini ici un tableau 2x2, donc un tableau à 4 cases, où j'ai mis ici grosso modo la présence, dans le sens de notre présence ici, où nous travaillons en synchrone dans un même lieu à un même temps. Et la question, de distance dans la deuxième colonne. Et je croise avec enseigner et apprendre. Eh bien, pour moi, l'enseignement traditionnel, c'est un enseignement qui se passait en présence, il faut être à l'amphi à telle date, à telle heure, et l'apprentissage, finalement, l'étudiant, il se débrouillait. Évidemment, les travaux pratiques sont un peu entre les deux. Moi, je me souviens de longues soirées, de longs week-ends passés à la maison en train d'apprendre. Ce qui est intéressant avec les technologies et nos réflexions, c'est que finalement, cet enseignement qui devait se faire en présence peut maintenant se faire à distance. On retrouve, et pas rentrer là-dedans, vous le savez bien, la flexibilité, la mobilité, etc. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que le professeur, l'enseignant, le tuteur, tout ce que vous voulez, il peut aller chez l'étudiant pour apprendre. Et ça, c'est un concept anglo-saxon que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps. Ceux qui me suivent un peu sur les blogs se souviendront du jour où j'ai trouvé ça, je le dis à tout le monde. C'est l'idée de ce qu'on appelle les flipped classrooms, qui me paraît être quelque chose de vraiment très intéressant. Et le slogan, c'est « Lecture at home », c'est-à-dire la transmission, elle se fait à la maison, et « Homework », le travail de classe, il se fait en classe, le travail à la maison se fait en classe et on profite de l'interactivité du présentiel pour faire une activité utile. Alors vous allez dire, oui, mais vous parlez, seulement vous donnez des cours comme ça. Oui, voilà un exemple, un scénario. À Louvain, j'apprends aux enseignants de dessiner leur dispositif avant toute chose.
Et vous avez ici les cours en présentiel, vous avez ici les cours en ligne. Vous remarquez ici un cours qui se donne en ligne. Eh bien, je vais en avoir un de plus puisqu'on est en train de me filmer. J'espère que j'aurai la vidéo. Eh bien, je donnerai cette vidéo comme introduction à mes étudiants. Ils la regarderont chez eux. Vous allez me dire que ça ne marche pas. Je vous dirai, mais si ça marche. Je demande aux étudiants de déposer dans le forum, non pas leurs questions, ça n'a pas de sens, ils viennent de découvrir la matière, mais leurs commentaires, opinions, ce qu'ils en pensent, etc., etc. Et au cours, je veux dire, dans l'amphi, je ne fais qu'utiliser ce qu'ils ont écrit dans le forum. Et je vous jure, ça fait des cours vraiment du tonnerre. C'est le principe des classrooms renversés. Vous voyez un autre exemple ici que je pratique beaucoup. Les étudiants doivent faire des travaux en groupe et pour une date donnée, ils doivent soumettre leur travail dans un dossier quelque part et je dis dorénavant le groupe 3, vous allez évaluer le travail du groupe 1, le groupe 2, le groupe 4, etc. etc. Pourquoi? C'est tout simple, parce que j'ai marqué dans les compétences à développer un tout petit peu au terme de mon cours, l'esprit critique. Donc ils doivent être capables de travailler critiquement le travail d'un autre groupe. Quel tollé! J'ai fait ça avec des adultes. Ils ont failli me sauter au visage. Ils m'ont dit, mais qui sommes-nous, nous les étudiants, pour évaluer le travail des collègues et de nos amis? Et vous savez ce que je leur ai dit? Qu'est-ce que vous avez dit? De vos amis? Ah, mais si ce sont vos amis, aidez-les à faire un meilleur travail. Oui, mais c'est les profs qui savent évaluer. Pas du tout. J'ai déposé dans mon plan de cours les critères d'évaluation du travail. Et ça marche aussi du tonnerre. Ça, on peut le faire en présence, on peut le faire en distance. Et donc, on retrouve des pôles d'information, de motivation, d'interaction. Les étudiants doivent aussi communiquer leur travail, donc on est dans la communication, la compétence de communication, la production. Et si vous voulez maintenant avoir les méthodes, ben on est dans la recherche d'infos, on est dans du travail d'équipe, on est dans de la communication et on est dans l'esprit critique. Voilà, très simplement présenté un dispositif qui montre, et c'est pas très compliqué, j'ai pas l'impression d'avoir été un génie en construisant ce dispositif. Attention cependant, toutes ces formations dont j'ai parlé, on a tendance à croire qu'elles viennent de la gravitation universelle ou de l'atmosphère. On veut développer le travail d'équipe, la compétence travail d'équipe des étudiants, on les met en groupe. Allez, travaillez en groupe sur vos problèmes de chimie. La cloche sonne, voilà, c'est fini. Ah non, 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 non. Il faut former les étudiants au travail de groupe. Vous ne devez pas y passer 20 minutes, hein. Moi, je leur donne quelques documents que je trouve sur Internet, de brillants communicateurs qui expliquent les 10 clés pour réussir, etc. Ils travaillent avec ça, ils utilisent ça, je leur donne des conseils d'autres là, mais il faut accompagner vraiment les étudiants. Ici, je donne un exemple, présentation zen de Gary Reynolds. Comment bien communiquer, Gary Reynolds, c'est un grand communicateur américain, vous voyez un peu le genre. Et ça, je vais quand même vous le montrer. Pour les PowerPoint, parce que les étudiants, quand je leur demande de faire une communication, ils utilisent des PowerPoint. Je me demande où ils ont vu ça, mais... Alors je me suis dit, je veux que mes étudiants fassent de PowerPoint de meilleure qualité que la moyenne des enseignants. Eh bien, vous irez voir, je vais montrer que le début. J'ai trouvé une petite vidéo, les 8 erreurs à ne pas commettre quand on fait un PowerPoint. There's some things I hate about PowerPoint, and I figure it's kind of my duty to point them out. So here we go. Here's common PowerPoint mistakes. Number one, people tend to put every word they are going to say on their PowerPoint slides. Although this eliminates the need to memorize your talk, ultimately this makes your slides crowded, wordy, and boring. You will lose your audience's attention before you even reach the bottom of your first slide. Voilà.
Donc, accompagner le développement de ces compétences transversales, c'est possible avec des outils simples. Je dis ça parce que souvent les enseignants disent « Mais vous comprenez, monsieur Leroy, moi je suis prof de chimie, je ne sais quand même pas leur faire un cours de communication. » Qui vous parle de ça? Si chaque professeur qu'ils vont rencontrer dans leur cursus leur donne quelques conseils pour communiquer, pour faire une présentation, ben, on aura gagné. Alors, les outils. Alors, les outils, je vais aller assez vite, on en a tellement parlé. Je crois qu'ici, il y en a beaucoup qui connaissent ce dessin, qui part en fait d'une citation que j'ai trouvée dans un bouquin. Alors, c'est un livre que j'ai lu dans les années 96. Je vous lis la phrase telle qu'elle était, qui dit, grosso modo, en d'autres mots, nous continuons à faire comme par le passé, en utilisant un nouveau, terrible aspirateur pour battre les tapis comme on le faisait anciennement. Vous lisez ça dans un texte en anglais, vous dites, est-ce que vous avez bien traduit? Alors moi, j'ai traduit ça, j'ai demandé à un dessinateur de le traduire par ce dessin, où on voit effectivement deux professeurs, excusez-moi, un qui utilise l'enseignement traditionnel et un qui utilise les technologies. Mais bon, ça marche moins bien du côté des technologies. Alors, pour vous dire, mes étudiants, comment ils sont? Et je vous jure, c'est vrai. Il y a 2 mois, une étudiante perfide me dit « Mais monsieur, là, votre caricature, ça a déjà été publié, hein ?» Bon, qui c'est qui m'a copié? Alors, au cours suivant, elle est venue avec le fichier. Hergé, vous vous rendez compte entre Belges? Eh bien oui, il avait déjà eu l'idée de cette utilisation des technologies qui conduit malheureusement souvent, je ne sais pas si vous connaissez le NSD. C'est terrible ça, le NSD. C'est un ensemble, je dis bien un ensemble. Moi, les recherches qui se passent dans l'école, au 13B de la 42e rue de la ville Untel, dans le Dakota du Sud, ça ne m'intéresse pas. Je regarde des recherches amples, des méta-recherches, etc. Eh bien, vous savez que toutes les recherches qui ont été faites, groupe témoin, groupe expérimental, avec, sans technologie, avec méthodes actives, sans méthodes actives, eh bien, elles ont conduit à NSD. No significant difference. Oh, mais c'est authentique, hein. Ce truc-là, c'est un phénomène qui est connu. Alors là, on peut être très déçu. Il n'y a pas de différence. Oui, mais, il n'y a pas de différence parce qu'il n'y a pas de différence. La parabole de l'aspirateur. Les professeurs disent qu'ils utilisent la technologie, mais ils font la même chose qu'avant. 2. Ah oui, on compare groupe expérimental, groupe témoin, mais si on utilise bien la technologie, on met l'outil technologique, mais les méthodes, l'évaluation, les attentes du professeur, elles changent également. Donc, si vous voulez, le seuil de réussite change et finalement, on ne voit pas de différence là-dedans. Mais les technologues vous diront, oui, mais on a développé d'autres compétences. Et ça, c'est le 3e point. C'est que généralement, dans les recherches témoins, groupe expérimental, les recherches qui sont faites sur ce point-là, finalement, les outils qu'on utilise, ce sont des QCM. Ah oui, pour normaliser, pour être sûr que les 2 groupes aient les mêmes questions. Oui, mais avec des QCM, on mesure les connaissances, la reproduction, la compréhension, mais on ne va pas plus loin. Et donc, même si ces technologies sont bien utilisées pour développer des compétences, on ne voit pas d'effet. Donc, il y a du boulot à faire du côté de la recherche. Alors, pour moi, les technologies, c'est un peu l'œuf ou la poule. Je suis convaincu, croyez-le bien, que pour moi, les technologies peuvent avoir un impact sur la pédagogie. C'est ce que j'appelle, c'est le physicien qui parle, une notion de potentiel. Mais ça ne vient pas tout seul. Ça demande, j'allais dire malheureusement, mais il n'y a rien de malheureux là-dedans, que les méthodes pédagogiques qui vont entourer les technologies changent également. Et ça, c'est le gros problème, finalement, qui peut expliquer aussi que quand nos autorités nous disent « Vous avez des preuves de ce que vous dites », c'est parfois très difficile de trouver des résultats probants que les technologies
améliore l'apprentissage tout simplement parce que je crois que les dispositifs de recherche sont soit trop restreints, soit avec des outils qui ne mesurent pas ce qu'ils prétendent mesurer, etc., etc. La littérature est d'accord là-dessus, l'impact des outils technologiques, et que ce soit Moodle, Claroline et tout le bazar, si on ne fait que dans Claroline ou dans Moodle que faire du dépôt de documents, et puis qu'on fait une recherche avec les niveaux de Kirkpatrick qu'on a évoqués tout à l'heure, on verra qu'il n'y a pas d'effet, évidemment. Alors, enseigner 2.0, là je vais accélérer pour quand même terminer avant 19h. Enseigner 2.0. Alors j'ai entendu pas mal de personnes déjà utiliser la métaphore du foutu bordel, je sais pas, désordre, pardon, des technologies, du web, de l'énormité quelque part des informations et des outils qui permettent d'y accéder. Et ça m'a donné, peut-être comme physicien, certainement d'ailleurs, l'idée de comparer les choses avec la métaphore de l'ordre et du désordre. Alors je vais essayer de vous l'expliquer assez rapidement. Vous connaissez Pierre-Simon Laplace. Alors Pierre-Simon Laplace, vous voyez, c'est grosso modo le XVIIIe siècle, c'est le début de la mécanique rationnelle, et lui il me disait, donnez-moi l'état de vitesse d'un corps, grâce au modèle mathématique dont je dispose, je peux vous calculer où il va se trouver plus tard. Je vais vous raconter, oui, la course des planètes. Si on sait que la Lune se trouve à tel moment là autour de la Terre, en connaissant les lois de la mécanique, on peut prédire où elle va se trouver. Et donc on est dans ce qu'on appelle le déterminisme. Et le déterminisme, c'est ce que je rencontre quand même assez souvent, ça a été montré aussi tout à l'heure, quand on a montré ces beaux schémas de construction de l'innovation, les différentes phases, etc. Je ne les critique pas, hein. Attention, non, c'est pas ça que je veux dire. C'est fantastique qu'on ait eu la mécanique rationnelle pour construire des satellites qui permettent de construire, de piloter nos GSM, etc., etc. Il ne faut pas rire de ces choses-là. Mais elles sont déterministes. C'est-à-dire qu'on a la non-humilité de croire qu'en connaissant l'état de connaissance des étudiants et toutes les caractéristiques du dispositif qu'on va mettre en place, on va arriver à tel résultat. Et on sait bien que ce n'est pas vrai. On sait bien que ce n'est pas vrai parce qu'intervient un deuxième personnage, Henri Poincaré, né à Nancy, qui dit, il dit comme Benabar, pour ceux qui écoutent la variété, vous avez entendu l'effet papillon? C'est lui. Autrement dit, il dit, oui, bien sûr, si on connaissait avec une infinité, une grande précision, l'état de connaissance de tous les étudiants et qu'on arrivait à construire les modèles basés sur tout ce qu'on sait de la pédagogie, on y arriverait. Mais il dit, cette connaissance-là, on ne peut pas l'avoir. Il y a toujours de toutes petites incertitudes qui font que un tout petit effet va donner, avec le temps, une grande divergence, etc. Et donc, vous voyez, par rapport au déterminisme, et on a parlé de ça, hein, quand on a parlé des dispositifs d'innovation, etc., etc., autour du CNET, je pense, hein, on a parlé de ces choses-là. Eh bien oui, il y a des paramètres que nous ne pouvons pas. On peut faire le mieux possible. Alors, on va être sauvé par un Russe, mais qui est quand même belge d'adoption, qui s'appelle Ilya Prigogine, prix Nobel de physique, et qui a démontré les structures dissipatives, c'est-à-dire que dans certains cas, des structures de désordre complet, un exemple, chauffer de l'eau dans une casserole, ça va partir dans tous les sens, il n'y a pas de structure d'ordre là-dedans. Eh bien, lui, il dit que certains matériaux, dans certains contextes, à certaines températures, avec beaucoup de conditions, mais tout à coup, ce désordre, il peut y avoir des grumeaux, c'est-à-dire finalement des structures d'ordre. Et ça m'a fait penser un peu à tout ce qu'on découvre maintenant sur le web, hein, toute cette information qui part dans tous les sens et les gens mettent des commentaires partout. Et vous savez qu'il y a des curateurs qui essaient de prendre l'information. Alors on dit parfois, ils renvoient. Non, il y en a certains, il faut vraiment un retravail de synthèse avant de renvoyer à la communauté. Je me suis dit, j'ai osé finalement cette comparaison. Est-ce qu'apprendre
ce ne serait pas aussi faire naître l'ordre à partir du désordre. Et donc, je ne dis pas qu'il faut faire ça tout le temps, mais qu'on a peut-être tort de vouloir donner des chemins d'apprentissage complètement balisés, fermés, etc. Je ne suis pas contre les balises, j'affirme la nécessité des balises. On a dit tout à l'heure également que la créativité nécessitait des balises. Je crois que vous avez dit que la musique est formée de notes et c'est comme ça n'a pas empêché Mozart, Beethoven, etc. de faire des œuvres de création. Mais malgré tout, pour moi, enseigner et apprendre, c'est définir des espaces de possible, des espaces de liberté, avec des balises, des productions attendues de la part des étudiants, etc., etc., des critères d'évaluation. Et donc, finalement, on retrouve tout ça. Alors, je termine avec une métaphore qui m'est arrivée dans ma tête en préparant cet exposé, donc c'est la première fois que je la montre. S'il vous plaît, ne riez pas. Alors, j'ai été inspiré, je le dirais, un tout petit peu. Et cette histoire du web, elle m'a fait penser finalement à, on a vu ça à l'école primaire, le cycle de l'eau. En effet, il y a des petits-enfants, ils arrosent les fleurs et un jour ils feront peut-être un exposé dans la classe. Et un jour, ils enverront peut-être des billets sur, je ne sais pas comment ça va s'appeler quand elle sera devenue grande, mais peut-être Facebook ou quelque chose comme ça. Et puis, il y en a d'autres qui font la même chose et tout ça évapore vers le cloud. Tiens, la métaphore n'est quand même pas si mal que ça. Et puis, il y a des événements qui font qu'à certains endroits, les informations retombent, etc. On connaît tous ces objets qui transitent, hein, les postes, les tweets, les courriels, les billets, on connaît même les outils. Et là-haut dans le nuage, on a des blocs-notes, des sites, des LMS, des signés, des CMS, on a même des agrégateurs, Scoopy. Et puis on a également le retour, les flux, les SMS, etc., qui nous arrivent disant Étienne a posté un billet sur ton blog, etc., etc. Et continuons encore un petit peu. Les profils. Les profils. Ah, ça c'est étudié, hein, quand on regarde sur Internet les profils des internautes. Alors on sait bien, il y a les yeux-teurs. Hein, il y a Carlo qui a appelé ça aussi l'effet paravent. Ils veulent voir, mais pas aller là-dedans. Hein, bon. Et puis il y en a d'autres, ceux-là, ils font du réseau. Hein, dès qu'ils savent quelque chose, ils l'envoient à tout le monde. Et puis, il y a, oui, les curateurs, oui, j'ai choisi des gens qui soufflent sur les nuages. L'image est belle. Oui, nourrisseurs. Je ne sais pas si certains connaissent Cloud. C'est un outil qui permet de voir un petit peu votre notoriété sur le web, combien de tweets vous faites, etc., etc. Et ils ont fait un excellent tableau avec 4x4 profils, comme ça. Allez voir ça, c'est assez intéressant. Et ils parlent des feeders. Donc moi j'ai traduit les nourrisseurs, ceux qui amènent les infos, etc. Et puis qu'est-ce qu'on peut encore faire? Ah ben oui, rajouter mon modèle. Ah ben oui, il est question d'information, il est quand même question d'activités là qui sont en train de se passer, des productions qui vont vers les nuages. On a des interactions, et j'ai eu du mal. La motivation. Eh oui, le cycle de l'eau, il ne marche pas sans le soleil. D'accord. Bon, non, merci. C'était un peu pour m'amuser, de façon un peu de clôturer tout ça, mais je pense qu'il y a quand même quelques éléments intéressants. Ah oui, j'avais oublié aussi toutes ces informations qui partent vers la mer, de l'oubli, les rivières, etc. J'ai essayé de trouver un tableau qui reprendrait tout ça. Ce sera pour une autre fois. Alors, enseigner 2.0, professeur gadget. Alors non, je me suis dit pas ça quand même, c'est trop. Mais j'ai trouvé une belle citation, et je vous la donne. Le bon professeur, est-ce que ce serait celui qui explique les choses si bien que ses élèves comprennent, ou bien est-ce que c'est la personne qui rend
les étudiants capables d'expliquer les choses et d'être compris. J'ai trouvé aussi que c'était un beau résumé finalement de ce rôle de l'enseignant qui, pour ma part, c'est une constatation, il n'y a rien à faire, ça va changer dans notre société. C'est là, on va s'y préparer peu tard, je ne sais pas si c'est dans 5 ans, 10 ans, mais quand je regarde ce courant de réformes, de méthodes actives, d'approches programmes qui sont en train d'ébranler les universités, j'ai bien dit que je parlais du côté des universités, quand je vois la VAE qui est en train quand même de fissurer un tout petit peu les murs de la citadelle, on a des personnes qui peuvent revendiquer de leur expérience de rentrer en master. Je me dis que l'enseignement va sans doute changer, et le message que je voulais vous donner, c'est que, je vais donner un exemple parmi d'autres, c'est que j'essaie de le changer dans mes cours, et c'est un plaisir. Et non, ça ne me prend pas plus de temps. Oh, la toute première fois qu'on donne un cours avec des travaux, etc. Oui. Mais une fois que c'est prêt, le dispositif, ça fonctionne. Alors, quelques livres, quelques articles, vous aurez ça, et je laisse celui-là terminer. Bien, mesdames, messieurs, je voudrais conclure cette conférence par un mot catastrophique. Catastrophique. Les nouvelles technologies nous ont condamnés à devenir intelligents. Nous sommes devenus intelligents, c'est-à-dire comme nous avons le savoir devant nous, comme nous avons l'imagination devant nous, etc. Mais oui, nous sommes condamnés à devenir inventifs, à devenir intelligents, c'est-à-dire à devenir transparents. C'est-à-dire nous sommes à distance du savoir, à distance d'imagination, à distance de cognition en général, et il ne nous reste exactement que l'inventivité. C'est à la fois une nouvelle catastrophique pour les grognons, mais c'est une nouvelle enthousiasmante pour les nouvelles générations, c'est-à-dire que décidément aujourd'hui, le travail intellectuel est obligé d'être un travail intelligent et non pas un travail répétitif comme il a été jusqu'à maintenant. Merci beaucoup.